Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de Grand Jury. Ce soir, nous recevons Dr Shogel Kogala Maïga, ancien ministre, homme politique, président du mouvement patriotique pour le renouveau. Dr Maïga, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour mener ce débat, il y a mes confrères à mes côtés. D'abord, Abdelrahman Keita, directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir. Bonsoir. Et Antoine Dambélé, directeur de Renouveau FM. Première question, qui êtes-vous, Shogel Maïga? Bon, je pense que je me suis présenté aux Maliens à plusieurs occasions, notamment à l'occasion des différentes élections auxquelles j'ai participé. Je suis né, comme on le dit chez nous en son temps, vers 1958. Je suis allé à l'école dans les premières années de l'indépendance. Je suis de formation, j'ai un doctorat d'État en sciences des télécommunications, spécialité télécommunications par satellite. J'ai exercé pendant près de 30 ans dans le secteur des télécommunications jusqu'à ma retraite, que j'ai prise par anticipation il y a 2 ans. Sur le plan politique, j'ai très tôt été responsable, mais les fonctions les plus connues, c'est que quand j'étais étudiant encore, j'étais le responsable des étudiants maliens à Moscou jusqu'à la fin de mes études. Je suis rentré, j'ai été élu dans le bureau exécutif national de l'Union nationale des jeunes du Mali en 1989. En 1991, après le coup d'État, j'ai fait partie des fondateurs du parti UDD. J'ai encore tous les PV de réunions, les réunions préparatoires de la création du parti. J'ai assuré le secrétariat jusqu'à l'installation du bureau. J'y ai milité jusqu'en 1992. À fin 1992, début 1993, nous avons quitté l'UDD pour des raisons qu'on a expliquées en son temps, pour créer ce qu'on avait appelé l'Union démocratique du peuple malien renouvelé, l'UDPM renouvelé, qui avait été refusée par les autorités. En gardant la ligne de notre parti, nous avons changé d'appellation parce que nous considérons que c'était injustement que nous avions été interdits de porter ce sigle, mais on a eu des débats en son temps, ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Nous savions que ce qui a été dit aux Maliens n'était pas la raison, la justice non plus n'avait pas de raison. On disait que le parti a été dissous, interdit, ce n'est pas vrai. Quand vous lisez l'acte fondamental, c'est le parti unique qui était dans la Constitution. L'UDPM n'est pas inscrit dans la Constitution. Dans la Constitution, c'est le parti. Mais le sigle UDPM n'était nulle part. Bref, ça c'est notre débat. On a créé le MPR que je préside depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. J'ai été 2 fois dans les gouvernements, de 2002 à 2007 comme ministre de l'Industrie et du Commerce. Ensuite de 2015, janvier 2015 à juillet 2016 comme ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement. Voilà brièvement en ramasser de quoi je m'occupe. Et quel est l'état de santé de votre parti? L'état de santé du MPR aujourd'hui, à l'image de tous les partis politiques, nous sommes sortis d'élections calamiteuses dont les résultats, vous savez, sont contestés par la quasi-totalité des candidats. Nous sommes depuis plongés dans une crise politique, donc aujourd'hui c'est très difficile de dire une citation précise du parti, mais si on se réfère aux dernières élections, nous avons été classés parmi les 5-6 grands partis en nombre de conseillers élus en 2016. C'est le seul élément d'appréciation que nous avons aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur le nombre de députés parce que vous savez maintenant à l'Assemblée on ne sait pas qui a combien. Il y a des gens qui sont partis de façon exponentielle de 5 à 8 députés, d'autres avaient 0, ils en ont 5, d'autres avaient 1, ils ont 20, donc ce n'est plus des critères d'appréciation. Je pense que c'est les élections communales passées qui permettent de dire quel est le poids de chaque parti. Voilà là où nous en sommes. Oui, Abdelrahman Keita. Justement, même si on se référait aux élections communales de 2016, on constate quand même une baisse drastique d'audience du MPR depuis les élections de 2013. Et si j'ose dire, depuis un certain avènement d'un certain Cheikh Modibo Diarra sur la scène politique, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre électorat est un peu grappillé
par son apparition sur la scène politique, d'autant plus que lui aussi, il est lié à Moussa Traoré, qui est considéré comme, si ce n'est pas votre mentor, quand même comme l'autorité morale du MPR. Je pense qu'au Mali, les gens ont une habitude, peut-être qui est due soit au manque d'informations ou des amalgames entretenus spécialement. Vous savez, moi je fais toujours la différence entre les familles biologiques et les familles politiques. Je crois que nous avons dit très clairement dès le départ que nous avons été des militants de l'UDPM, de l'Union nationale des jeunes du Mali. Nous avons pris le flambeau de ce parti parce que nous considérons que ce parti avait un bon programme, que beaucoup ne connaissent pas, d'ailleurs ils en parlent sans le savoir. Les projets et les ambitions que ce parti nourrissait pour le Mali, nous pensons, sont d'une brûlante actualité, y compris aujourd'hui. Nous avons donc pris le flambeau pour continuer à défendre ce projet. Naturellement, dans ce processus, on ne peut pas nier le fait que, en se réclamant de l'UDPM, nous réclamons naturellement de l'héritage politique du président Moussa Traoré et de ses compagnons. Alors, vous me parlez du président du RPDM. Bon, que je sache, je ne l'ai jamais entendu dire sur le plan politique ou revendiquer quelques relations que ce soit avec Moussa Traoré. Maintenant, sur le plan familial, je crois que chacun a le droit d'entretenir les relations familiales qu'il veut. Moi, je n'ai jamais entendu Cheikh Modibo Diarra parler de l'UDPM. Mais c'est justement à cause de ces relations que j'ai toujours dit au niveau du MPR que Cheikh Modibo n'est pas notre adversaire politique, comme d'ailleurs beaucoup d'autres. Mais je souhaite que les gens ne fassent pas beaucoup l'amalgame. Deuxièmement, vous savez, l'électorat, personne n'a un électorat. C'est l'électorat qui a son candidat. Je rappelle que aux différentes élections, nos résultats sont là. Nous sommes classés malgré toutes les vicissitudes que notre parti affronte depuis des années. Après les élections de 2015, à part les 3 premiers partis 2016, excusez-moi, du novembre 2016, à part les 3 premiers partis qui sont des excroissances, en tout cas des composantes de l'ex-ADEMA, on comprend d'ailleurs pourquoi. Et à part, excusez-moi, l'ex-ADEMA association, parce que bon, bien sûr il y a le RDA, mais je veux dire le parti ADEMA, parce que en fait, je parle des partis, en fait je parle du parti ADEMA, du parti RPM, du parti URD, c'est quand même des dirigeants, des anciens dirigeants de l'ADEMA qui, à cause des divergences essentiellement politiques, qui se sont retrouvés dans différents partis. Et donc ils ont eu à gérer le pays. L'appareil d'État, les moyens de l'État sont restés dans leur main pendant des années. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont un projet beaucoup plus attirant que les autres. Bref, ce n'est pas le débat. Ce qu'il y a, c'est qu'après les élections de 2016, le MPR se classe directement après ces partis et la CODEM. Et quand vous remarquez, pratiquement tous ces partis sont dans une forte représentation dans les institutions, soit dans le gouvernement, soit à l'Assemblée nationale. Parmi les partis qui n'étaient pas dans le gouvernement en 2016 et qui n'ont pas une forte représentation à l'Assemblée, le MPR vient en position. Ce qui nous fait dire que, intrinsèquement, nous sommes l'un des partis les plus crédibles au Mali parce que nous n'avons aucun levier de l'État dans le processus électoral. Et vous savez très bien, quand vous êtes dans le gouvernement, quand vous êtes nombreux à l'Assemblée nationale, votre influence n'est pas le même qu'un parti qui se bat avec ses idées, ses petits moyens. Et donc je considère que nous sommes l'un des grands partis en République du Mali. Et c'est l'analyse que nous faisons. Encore que du point de vue de la cohérence du discours, de la consistance, de la profondeur d'analyse et de la profondeur stratégique du discours, je pense que nous sommes l'un des partis qui marque le plus l'esprit des Maliens, sans aucune prétention, sans vouloir dire que nous sommes mieux que les autres. Oui, Antoine Dambélé. Monsieur Maïga, vous avez été ministre de 2015 à 2016, porte-parole du gouvernement, mais en un laps de temps, vous avez basculé, vous avez avec l'opposition, avec des mots très très durs, mais qu'est-ce qui n'a pas marché réellement avec le pouvoir ? Je n'ai pas basculé. Vous savez, nous, on a une logique dans notre parcours. J'ai été membre du gouvernement parce que en 2013, nous sommes le premier parti
à part ceux qui ont soutenu le candidat Ibeka dès le premier tour, nous sommes le premier parti à le soutenir parce qu'en son temps, tout au niveau des discours, on avait le même projet. Son slogan, c'était pour l'honneur du Mali. Et nous, le bonheur des Maliens. Et nous, notre slogan, c'était restaurer l'honneur et la dignité des Maliens. Ça, c'est juste au niveau des slogans. Sans compter les relations que nous avons construites depuis nos premières rencontres en 2000 à sa sortie de l'ADEMA. Et donc, c'était tout à fait logique que nous le soutenons. Nous sommes donc dans la majorité présidentielle où nous sommes restés cohérents avec nous-mêmes jusqu'à la fin de son mandat. Nous considérons qu'on avait un contrat de législature. Malgré que je suis sorti du gouvernement, aucun discours tendant à nous passer pour des opposants n'a été tenu. J'ai gardé un silence de dignité jusqu'à la fin du mandat. À la fin Mais on vous a vu auprès des opposants. À la fin du mandat, j'ai élaboré mon propre projet, celui de mon parti, que j'ai présenté aux Maliens. À partir de ce moment, naturellement, on n'était plus sur la même ligne parce que la majorité considérait que toute personne qui ne soutient pas le président dès le premier tour n'est pas avec eux. Deuxièmement, j'ai quand même eu à exercer des fonctions. Moi, j'ai été ministre pendant 1 an et demi. Je rendais compte régulièrement au niveau de mon parti de ce que je voyais, de ce que nous avons subi. J'ai eu à expliquer dans beaucoup de médias. Moi, j'ai fait 1 an et demi en tant que chef de parti politique, dont le parti a des analyses de la situation politique, des analyses politiques, des analyses stratégiques sur les grandes questions. Je n'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir en discuter avec le président. Or, c'est lui qu'on est venu soutenir. Pendant 1 an et demi, j'ai été dans des fonctions de ministre où j'ai donné le meilleur de moi-même. Les initiatives qui ont été bloquées, ça peut arriver. Bref, je suis sorti du gouvernement en ayant le sentiment d'avoir fait ce que je devais faire, mais à ma sortie, j'ai gardé quand même un certain silence jusqu'à l'ouverture de la campagne. À l'ouverture de la campagne, j'ai pris position et dire mon désaccord avec un certain nombre de choses. Et à l'issue des élections, j'ai fait partie de ceux qui disent que les résultats publiés ne correspondaient pas à la vérité des urnes. Voilà mon discours. Et je pense qu'il est très cohérent, il n'a rien de vindicatif, je ne me suis jamais attaqué à des personnes. Et c'est différent de certains discours qu'on entend ici. Est-ce que vous vous sentez, Dr Choguel Maïga, comptable de tout ce qu'on reprochait au président Ibrahim Boubacar Keïta en étant son ministre? Vous savez, c'est très facile souvent chez nous de dire comptable. Vous étiez porte-parole du gouvernement, ça veut dire que vous relayez l'information. J'expliquais aux uns et aux autres le rôle d'un ministre. Vous savez, quand vous venez dans un gouvernement, parce que beaucoup ne le savent pas, il y a un décret qui vous nomme. Après, il y a un deuxième décret qui attribue décret définissant les attributions spécifiques des ministres. Donc, on vous dit exactement pourquoi vous êtes venu dans ce gouvernement. Donc, quand on veut interpeller un ministre, on l'interpelle par rapport à cela. Le bilan global, c'est le président. Parce que c'est lui qui impulse. Vous pouvez avoir des initiatives. Est-ce que vous mettez la solidarité gouvernementale? Non, la solidarité, c'est pendant qu'on est en exercice, c'est ce que j'ai fait. Moi, il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Même quand on n'était pas d'accord, il y avait des formes pour les dénoncer. Par exemple, la révision constitutionnelle de 2017. Il y a des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Pour autant, je ne suis pas sorti pour manifester avec l'opposition, par principe. Mais j'ai écrit au chef de l'État les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Il est vrai qu'on n'a même pas eu droit à un accusé de réception. Alors donc, dans le gouvernement, si vous m'interpellez sur ce que j'ai eu à faire, je peux répondre. Mais je ne peux pas répondre de ce qu'un ministre de la Défense a fait, un ministre de la Justice a fait, un autre ministre a fait. Je ne peux pas répondre de ça. Si vous m'interpellez dans le secteur de la communication, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est reproché? Je peux expliquer. Ces explications peuvent convaincre ou non. Mais ceci dit, moi, je suis loin de ceux qui disent que tout ce qui a été fait par Ibeka est mauvais. Ça n'existe pas d'ailleurs. Vous ne trouverez jamais un président qui n'aurait fait que du bien ni que du mal. C'est d'ailleurs la divergence fondamentale entre nous et beaucoup d'acteurs politiques qui disaient que pendant les 23 ans du titre de Moussa Traoré, il n'y a rien eu de bien. On a dit il y a le bien
il y a peut-être des erreurs, il y a même eu du mal, mais il faut faire la part pour continuer. Voilà ma position sur la gestion. Les questions sur lesquelles on n'est pas d'accord, depuis que j'étais dans le gouvernement, je peux les dire si l'occasion se présente. Si l'occasion ne se présente pas, on les garde pour nous-mêmes. Oui, sinon, ce n'est pas une opposition systématique à quelqu'un. Oui. Maintenant, quand on est allé aux élections, la façon dont les élections ont été gérées, la façon dont le pays est gouverné depuis les élections, ça, je peux vous expliquer des ans là. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec quels sont vos rapports avec l'opposition? Mais aujourd'hui, depuis l'élection, vous me voyez dans toutes les activités de l'opposition. Depuis que l'élection est finie, les candidats se sont retrouvés les 18 pour contester le résultat des élections. Moi, je suis resté cohérent avec moi-même jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, en réalité, on peut dire que c'est une association de protestation, de contestation au lieu d'une opposition, puisque je ne vois pas ce qui a fondamentalement changé entre l'opposition et le régime pour que vous choisissiez de rejoindre l'opposition alors que vous avez le choix de garder le profil bas. Non, mais on est allé à des élections. Mais quand vous allez à une élection, si vous présentez contre quelqu'un, il faut bien que vous expliquiez en quoi vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et ça, je l'ai expliqué. Mais au premier tour, vous êtes présenté également contre Soumaïla Cissé, contre les autres membres de l'opposition. Non, si c'est ça. C'est-à-dire, quand il y a une élection présidentielle, chacun vient expliquer au peuple quel est ton projet. Ça ne veut pas dire que tu es contre lui. Mais à l'issue des élections, vous choisissez votre camp. L'élection est finie. J'ai été convaincu par ce que j'ai vu que les résultats proclamés ne reflètent pas la vérité des urnes. Il y a un certain nombre de candidats qui se sont retrouvés pour dire la même chose. Mais pourquoi je ne me retrouverai pas avec eux? C'est pourquoi on s'est retrouvés. Vous cheminez ensemble dans le cadre d'une contestation et non pas dans le cadre d'un projet d'opposition contre la façon dont le pays est géré. La façon dont vous parlez, si on suit cette logique-là, il n'y aurait que 2 partis au Mali. Même dans la majorité, il y a plusieurs partis. Croyez-vous que ceux qui sont dans la majorité sont d'accord avec tout ce qui se fait? Mais ils ont présenté comme un candidat unique à l'élection présidentielle. Non, oui, ils ont présenté, mais les autres, c'est pas le cas de l'opposition. Vous étiez nombreux. Mais la preuve, c'est que vous réclamez de l'opposition. Pourquoi vous n'êtes pas unis pour avoir un front commun contre le pouvoir? Non, ça c'est un autre débat. Ce n'est pas à moi de répondre à ça. Moi, je sais pourquoi je me suis présenté. Demandez aux autres pourquoi ils se sont présentés. Maintenant, mais le président, il y a des candidats qui l'ont soutenu au 2e tour. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont contre les autres? Parce qu'au Mali, on fait toujours l'amalgame. On pense que les gens ont toujours l'esprit du parti uni. Qui est avec le pouvoir ou contre. Aux législatives de 2002, vous êtes rallié au RPM. Ibrahim Boubacar Keïta en 2002. Vous avez soutenu ATT. Maintenant, vous êtes de côté de l'opposition. Peut-on vous considérer comme un homme d'alliance? Attention, en 2002, je me suis présenté au nom de mon parti, j'ai défendu mon projet. Aux législatives? Non, au présidentiel. On a créé un front qu'on appelait Espoir 2002, le MPR, le CNID et le RPM. Oui. C'était convenu entre nous, chacun va aux élections, mais au 2e tour, on sera ensemble. Mais ça ne veut pas dire que vous avez soutenu ATT? Et quand on est allé au 2e tour, lorsque aucun d'entre nous n'a passé, nous nous sommes retrouvés pour soutenir ATT, pour qu'il soit président, et on a continué notre alliance pour les législatives. Il n'y a rien d'anormal. J'ai siégé dans le gouvernement de ATT pendant 5 ans. À la fin du mandat, nous avons examiné au niveau de notre parti, on a estimé que le parcours qu'on a fait ensemble justifiait qu'on consolide encore l'élan. Donc on l'a soutenu dès le 1er tour. En 2017, ce n'est pas la même chose. Je suis sorti du gouvernement en juillet 2016. Ceux qui sont dans mon parti savent les détails. Bien avant, il y a beaucoup de problèmes. Mais nous, par éthique, on ne sort pas dans la presse ou dans la rue pour protester. J'ai cherché à voir le président pour expliquer les problèmes qu'il y avait. Ça n'a pas été possible. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'en réalité, on n'avait pas grand-chose à faire. Alors, on est sorti du gouvernement. On s'est dit, l'opinion chez nous pense que quand vous critiquez, c'est uniquement parce que vous êtes mécontent. Laissons le temps. Gardons le contrat jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'on a fait. Personne ne m'a entendu critiquer le président. Donc ça veut dire que le président était inaccessible? Ça ne veut pas dire le président était inaccessible. Moi, je l'ai dit à plusieurs fois. Moi, j'ai fait 1 an et demi dans le gouvernement. Je n'ai jamais pu avoir une discussion avec lui. Ça n'a pas été possible. Et pourquoi vous n'avez pas quitté? Non, attention. Vous savez, quand vous êtes dans un groupe, j'entends les gens.
C'est pas chaque fois que tu es mécontent que tu quittes, sinon il n'y aurait même pas de famille. Chaque fois que vous brouillez avec vos enfants, votre femme, vous divorcez. Vous avez dit que vous ne l'avez jamais vu discuter avec lui. Mais la famille, c'est différent du pouvoir politique. Non, c'est une idée que je vous donne. C'est quand vous êtes dans un groupe. C'est pas chaque fois que vous n'êtes pas d'accord que vous quittez. Vous pouvez arriver à un point crucial où vous ne pouvez plus continuer ensemble. En ce moment, l'un des partenaires décide qu'il ne peut plus continuer. Vous divorcez ou bien vous faites les séparations à l'amiable. Mais vous ne pouvez pas considérer que parce qu'on était ensemble pendant un temps, on doit toujours rester ensemble. Mais si c'est ça, il vaut mieux dissoudre les impairs et puis être dans le parti du président. Je vais poser la question autrement. Oui? Si vous aviez été reconduit dans le gouvernement où on ne vous avait pas reconduit, est-ce que vous allez poursuivre ou vous allez renoncer? Non, si j'avais été reconduit, il faut d'abord se poser la question, est-ce que je voulais être reconduit? Cette question, on ne l'a pas répondu. Au niveau de mon parti, les gens savent ce qui se passait. C'est qu'on ne met pas tout sur la place publique quand on est dans les affaires de l'État. Ce qui est certain, au moment où j'ai quitté, je pense que c'était un soulagement et pour le gouvernement et pour nous-mêmes. Maintenant, quand on a quitté, vous ne pouvez pas dire que dès que vous quittez, tout est mauvais. Vous observez quand même une période pour voir si c'est peut-être vous qui avez tort dans votre appréciation ou bien c'est les autres. Moi, je suis arrivé à la conclusion, à la fin d'1 an et demi d'observation, qu'on avait raison de ne pas être d'accord avec certaines choses. Bon, aujourd'hui, si on vous demande qu'est-ce que vous reprochez au régime actuel, c'est-à-dire à la gestion actuelle? Vous savez, on peut dire beaucoup de choses d'un régime politique, de bien ou de mal. Mais je vais vous dire que je vous ai dit tout de suite les deux slogans qui étaient proches entre nous et le candidat Ibeka. Les Maliens ont voté massivement pour lui en 2013 parce que tout le monde était convaincu que c'était l'homme pour régler la crise du Nord. La rébellion était à Kidal. Mais on est où aujourd'hui? La rébellion n'est pas à Kidal. Elle est à Mopti, on est dans une situation de guerre civile. Mais qu'est-ce qui lui donnait ce crédit-là? Parce qu'il a tenu un certain discours par le passé. Par exemple, vous vous rappelez l'accord d'Alger, il avait contesté en disant qu'Atété ne devait pas le signer, qu'Atété ne devait pas négocier avec des rebelles. Alors que, vous savez, au Mali, les gens jouent avec... Alors qu'à l'Assemblée nationale, parce que les Maliens ne disent jamais ça, quand l'accord d'Alger a été signé, le 6 juillet, l'Assemblée, à l'unanimité, a voté une motion de félicitations au président de la République. Il était là-dedans. Et c'est lui qui a été chargé de remettre la motion à ATT. Les Maliens n'en parlent pas. Mais après, avec son parti, ils ont tenu un discours contraire. Donc tout le monde a pensé que c'était vraiment l'homme de la situation. Mais quand vous prenez, c'est sur quoi les gens l'ont élu en 2013 et aujourd'hui, vous avez tous les éléments pour expliquer, en tout cas au moins expliquer, pourquoi on peut être en désaccord avec lui. Deuxièmement, vous aussi, vous avez cru en lui? Moi, j'ai cru en lui. J'ai dit aux uns et aux autres, vous savez, les chefs d'État, vous pouvez les regarder sous plusieurs angles. Moi, ce qui importe pour moi, c'est un président de la République. Il est un humain comme tout le monde. C'est que sur les choix stratégiques, sur les grandes lignes, les grandes orientations, j'ai la conviction que les actes qu'il pose tous les jours, ça va dans l'intérêt supérieur de la nation et dans le sens de mes convictions. Moi, j'étais convaincu, en 2013, avec le discours que j'ai entendu, avec ce que j'ai imaginé, je n'allais jamais imaginer qu'on allait se retrouver 6 ans après, avec la rébellion à Kidal, le drapeau malien qui ne peut pas flotter à Kidal aujourd'hui, le chef de l'État qui ne peut pas aller à Kidal sans l'accord des rebelles, le chef du gouvernement qui ne peut pas aller à Likar sans l'accord des rebelles, qu'on allait dans une situation de guerre civile où on se tue entre nous, qu'à 200 km de Bamako encore, les écoles sont fermées. Mais je ne pouvais pas imaginer ça en 2013. Comment on est arrivé à ça? Moi, j'ai mes explications, elles peuvent ne pas être justes. Ces explications m'ont conduit à dire qu'en tout cas, la politique qui est menée, elle n'est pas bonne. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a une claire conscience de la situation géopolitique et géostratégique dans laquelle le président est venu au pouvoir en 2013. Donc, loin de nous d'enlever tout mérite ou toute volonté de vouloir améliorer les choses. Mais nous, on analyse les choses. Vous savez, l'homme politique, il y a les discours et les faits. On juge sur les faits.
quand le président arrivait au pouvoir, il y avait un accord, dit l'accord préliminaire de Ouaga, qui avait 3 points fondamentaux qui nous permettaient d'aller vers la paix. L'accord a obligé les séparatistes et leurs alliés à renoncer à leurs prétentions indépendantistes. Ils ont reconnu l'unité, l'intégrité du Mali, la souveraineté du Mali, la forme républicaine de l'État. 1. Et qu'est-ce qui a été demandé? On organise l'élection présidentielle sur l'ensemble du territoire national, ça a été fait. Deuxièmement, 60 jours après l'installation du gouvernement, on engage des négociations inclusives pour aboutir à un accord. Mais entre-temps, les rebelles doivent être désarmés et cantonnés. C'est ce document que le président Keïta a trouvé. Est-ce qu'on a désarmé les rebelles? Non. Est-ce qu'on a engagé des négociations inclusives? Non. Le premier point qui a été exécuté, l'élection du président, oui. On a fait quoi? On est rentré dans des postures. Le président qui dit qu'il ne négocie pas avec des rebelles, jusqu'à la catastrophe d'avril 2014. Après 2014, qu'est-ce qu'on a vu? Moi, j'étais dans la majorité. Quand il y a eu la catastrophe, le chef du gouvernement revenait de Kidal. Est-ce que vous savez que les gens ont fait un cortège pour aller l'accueillir à l'aéroport? Il y en a qui sont venus nous dire que non, c'est le président qui a demandé. C'est lui qui est venu, j'ai dit, allez-y dire. Je sais que je doute d'abord que le président ait demandé. Allez-y dire à ceux qui vous ont envoyé qu'il faut un peu de décence. 150 personnes sont mortes. On a égorgé des gens qui ont cru à l'État. Et vous allez fêter à Bamako. Il dit, si vous avez des parents parmi ceux-ci, là, vous n'allez jamais le faire. Mais les gens sont dans le folklore. Le premier ministre a été reçu. On a vu ce qui s'en est suivi. Après, qu'est-ce qu'on a vu? On l'a reçu comme un héros. Plus tard, le président dit que c'était la fanfaronnade qu'il faisait. Vous avez entendu parler de la fanfaronnade? Avant, le ministre de la Défense, qui était, semble-t-il, tombé malade, il n'est pas allé à Kidal. On l'a traité, on a entendu un discours, on a dit même les femmes sont allées. Mais quand vous regardez tout ça, vous êtes obligé de vous interroger. Alors, sans compter les obstacles, moi j'ai toujours dit qu'on lui a mis le bâton dans les roues. Il y a des forces qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y a la paix. Mais quand c'est comme ça, tu cherches la cohésion à toute épreuve de ton peuple. Donc selon vous, pour faire face à l'adversité. Selon vous, l'obstacle, ce n'est pas le président. Mais non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. C'est pas parce que j'ai dit qu'il y a des problèmes à l'extérieur que ce n'est pas le président. Mais il n'a pas cherché la cohésion de notre peuple pour faire face à cette adversité. Il s'écrit dans un pays normal, avec une opposition normale, un gouvernement normal. Donc l'opposition, naturellement, qui a été écartée de tout, s'est battue pour discréditer tout ce qu'il fait. Et comme dans la pratique, tous les jours, on amène de l'eau au moulin de l'opposition. L'accord a été signé dans des conditions calamiteuses, tout le monde le sait. Cet accord ne convient à personne. Mais on sait quand les gouvernements sont défaits, après la défaite de Kidal, on est allé aux négociations la tête baissée. Et ce n'est pas Ibeka qui a inauguré ça dans l'histoire. Tous les pouvoirs qui perdent les batailles, ils n'ont jamais ce qu'ils veulent. Dans les négociations, c'est des compromis. Mais les compromis, il faut savoir les gérer intelligemment. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? Donc le Mali est parti très faible alors. Très faible et on n'a jamais géré de façon intelligente l'accord. D'abord, vous savez, moi j'étais dans le gouvernement. Quand l'accord est venu, vous pouvez demander au ministre avec qui j'étais. J'ai dit au Premier ministre, il faut qu'on mette une stratégie d'appropriation de l'accord par les Maliens. Il faut qu'on commence au niveau du gouvernement à mettre une force ad hoc. Tous les ministres qui viennent des partis, on crée un noyau au niveau du gouvernement pour s'approprier l'accord. Ensuite, on va l'expliquer aux Maliens. L'expliquer la majorité des Maliens. On a fait le gouvernement, ça n'a jamais été chez les religieux, on a envoyé les jeunes. Non, mais attention, vous savez, depuis que... C'est-à-dire avant signature, vous voulez dire avant, c'est un prélude. Quand l'accord a été signé, moi j'étais porte-parole du gouvernement encore. On a fait une seule réunion. Oui, mais vous l'expliquez déjà comme un accord qu'il ne fallait pas signer puisqu'on... Non, je suis en train de vous dire, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas signer. Vous mettrez n'importe qui à la place de Ibeka. Quand vous êtes en situation de faiblesse, vous n'obtenez pas tout ce que vous voulez. Je ne dis pas tout ce qu'il y a dans l'accord est bon, tout ce qu'il y a là-dedans n'est pas bon. En fait, on l'a accepté en pensant que c'est un outil de construction de la paix.
c'est l'accord pour la paix et la réconciliation. Maintenant, dans le processus de reconstruction de la paix, il y a des étapes par lesquelles il faut. La première des choses, c'est de faire en sorte que le peuple au nom duquel il a été signé se l'approprie. Il n'y a jamais eu de débat au niveau du gouvernement. On a vu des émissaires auprès des religieux qui ont relayé le message. On a vu des jeunes qui sont partis dans les cercles. On a vu des missions. Vous savez, ces jeunes-là, souvent vous avez des ignares triomphants qui organisent des meetings, eux-mêmes ils ne savent pas de quoi ils parlent. Est-ce que M. Choguel Maïga, l'appropriation de l'accord, est-ce que votre avis a été pris en compte? Elle n'a pas été prise en compte. On a fait une seule réunion. Après, le parti au pouvoir n'en voulait plus. Mais pourquoi vous n'avez pas claqué la porte pour aller l'expliquer en temps? Attention. C'est-à-dire, au Mali, les gens aiment un peu les effets démissionner. Vous savez, la démission, là, souvent, ce n'est pas un signe de courage. Est-ce que vous n'êtes pas entendu? Non, ce n'est pas parce que je ne suis pas entendu sur ça. Moi, je suis resté me battre pour continuer à me battre pour que l'accord soit expliqué. Mais est-ce qu'on n'a jamais fait une séance d'explication de l'accord? On a vu des documents dans la langue nationale. Non, excusez-moi, l'accord a été traduit dans tout ça, avant tout ça. L'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'y a jamais une séance d'appropriation de l'accord à l'Assemblée? Dans d'autres pays qui ont eu des accords comme ça, on est même venu soumettre à l'approbation de l'Assemblée. Il n'y a jamais eu de débat au niveau du gouvernement. Il n'y a jamais eu de débat au niveau d'institutions. On a essayé d'expliquer. Parce que les gens, dans l'espoir que de toute façon, on va vers la paix. Personne ne voulait apparaître comme l'obstacle à la paix. Mais maintenant, on regarde le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est que les mouvements rebelles ont retourné la situation. Ils n'ont fait aucune concession à l'État malien à la date d'aujourd'hui. L'État a laissé. Les gens, on a créé des autorités intérieures. Mais regardez au nord aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dites-moi. C'est à cause du contenu de l'accord que vous semblez approuver. Puisqu'en réalité, l'accord embrigade l'État dans une certaine posture qui fait que les calendriers sont pratiquement intenables, agendas sont intenables. Vous savez, donc la rébellion joue un peu sur ces leviers-là. Vous savez, je vais vous dire, les choses. Voilà, c'est ça en réalité. Draman, je vous dis, le contenu de l'accord. Le meilleur accord du monde, si vous le donnez à des gens qui ne cherchent pas à résoudre les problèmes un à un par étapes, mais qui sont dans l'affichage, dans la communication, dans les effets d'annonce. L'accord a beau être bon, il ne peut pas marcher. L'accord tel qu'il a été signé, les États dans une situation de faiblesse signent tous des accords à leur désavantage. C'est à eux, c'est l'intelligence des dirigeants qui transforme cet accord pour la paix en un outil de construction de la paix. Maintenant, dans le processus là, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Comment vous pouvez expliquer? Mais il y a la pression. Les rebelles prennent le pouvoir. Est-ce que le président Ibeka a-t-il le choix de ne pas respecter ce qu'il a signé? Non, mais il ne respecte pas l'accord. Vous croyez que... Il y a la pression de la communauté internationale également. Vous savez que ce qui se passe là, l'accord n'a pas prévu de dissoudre les organes élus dans les régions du Nord pour les remplacer par des personnes que les mouvements rebelles s'entendent avec quelques ministres pour désigner. Ça, ce n'est pas l'accord. Mais est-ce que ce n'est pas une piste de solution? Donc on viole l'esprit de l'accord. L'accord n'a pas prévu que des gens refusent le drapeau du Mali à Kidal et que l'État les loge ici dans des 4x4, ils sont payés. L'accord n'a pas prévu ça. Mais quand vous faites ça, vous créez une nomenclatura au niveau de l'appareil politico-militaire qui vit de la rébellion et de la guerre. Oui, c'est vrai. Mais l'accord n'a pas prévu ça. Président, vous savez, moi, personnellement, je suis étonné que vous soyez étonné de la posture de Ibeka, votre collaborateur. C'est pas mon collaborateur, c'est moi qui étais son collaborateur. Donc vous étiez le collaborateur, donc vous étiez le collaborateur. Oui, mais collaborateur du président. Donc vous étiez le collaborateur avec qui, si vous voulez, vous avez collaboré, c'est clair. Parce que vous n'en étiez pas à votre première rupture. Vous avez cheminé ensemble dans le cadre de Espoir 2002. Je sais à peu près les conditions dans lesquelles il y a eu cette rupture-là. Donc, c'est quand même un partenaire avec qui vous avez jadis cheminé, que vous avez pris le temps de connaître. Et ses réflexes, ses postures, ses attitudes face aux situations. Et pourquoi vous êtes étonné qu'il ait la posture que vous nous avez décrite? Non, écoutez, vous savez, quand j'ai connu Ibeka la première fois, c'était quelqu'un qui venait de démissionner l'ADEMA. Il n'avait pas de pouvoir. Et donc vous étiez le premier à accueillir à bras ouverts. Mais c'est pour vous dire.
Ensuite, on a construit un agenda ensemble, lui, Muntaga Tall et moi. On n'a pas réussi à faire aboutir l'agenda. On a analysé, on a estimé qu'il faut aller avec ATT. Mais un mariage, les alliances politiques, c'est des mariages de raison. Ce n'est pas parce qu'on a fait Alliance Espoir 2002 qu'à un moment donné, moi j'étais ministre dans le gouvernement de ATT. J'avais le sentiment qu'il fait des efforts pour avancer. Lui, il avait le sentiment contraire. Mais on peut se séparer sans s'insulter. C'est ce qui est arrivé. Moi, je n'ai jamais insulté Ibeka. Il y a eu des polémiques entre lui et d'autres partis. Je ne l'ai jamais fait. On s'est séparés à l'amiable. Ensuite, quand je suis rentré dans le gouvernement, quand je suis sorti dans le gouvernement, c'est une séparation à l'amiable. Mais ce n'est pas parce qu'on a cheminé avec un responsable politique à un moment donné que vous devez être tout le temps ensemble. Si à un moment donné, vous ne vous entendez pas, mais vous vous séparez. Je suis en train de vous expliquer que moi, fondamentalement, d'abord, les conditions dans lesquelles l'accord a été négocié, moi, je n'étais pas là. Je considère que c'est des conditions calamiteuses. Mais une fois que c'est fait, que maintenant, on n'a pas d'autre solution, qu'est-ce qu'un gouvernement doit faire? Tu présentes le document à ton peuple, tu lui dis la vérité, tu lui dis les insuffisances, les contraintes que tu as, et tu demandes à ton peuple de te soutenir pour passer le cap. Mais pour cela, il faut un travail d'appropriation. Aucune institution... En tant que porte-parole du gouvernement à l'époque, qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'étais en train de... Je vous ai expliqué tout de suite les tentatives que j'ai faites pour qu'au niveau du gouvernement, il y ait une force ad hoc qui se l'approprie des éléments de langage pour après les diffuser. Sans succès, le parti majoritaire n'en voulait pas. Ça, il y a des témoins. Vous pouvez demander au ministre avec qui j'étais. J'ai cherché à voir le président... Choguel Maïga, est-ce que vous, à la place d'Ibrahim Boubacar Keïta, vous aurez fait mieux avec toute cette pression à l'époque? D'abord, je ne suis pas à sa place. Donc, je ne peux pas dire ce que j'aurais fait. Ce qui est certain, moi, je travaillerai autrement. Est-ce que c'est la meilleure ou non? Ça, je n'aurais jamais travaillé comme ils l'ont fait. La preuve, je suis en train de vous expliquer, mais il y a des choses qu'on est en train de faire qui n'ont rien à voir avec l'accord. Et rien. L'accord n'a jamais prévu qu'aujourd'hui, vous partez dissoudre des maires qui sont élus dans des communes du Nord pour les remplacer par des personnes que les rebelles ont désignées. Mais j'ai expliqué au niveau des hautes autorités. Les rebelles ont pris la parole. C'est pour prendre le pouvoir au Nord. Ceux qui n'ont pas eu par les armes, ils n'ont pas eu dans les négociations avec l'accord de Ouaga. Mais on est venu leur offrir sur un plateau d'argent. À partir d'arrêter des ministres s'asseoir dans leur bureau, ils enlèvent un président de conseil, un maire, un président de conseil de région, une commune, et puis les rebelles donnent les noms, on leur transfère le pouvoir. Maintenant, il paraît qu'on doit leur verser 2 milliards pour qu'ils gèrent. Il y a une situation, mais ça, c'est pas l'accord. Il y a une situation qui a été engendrée par la crise de 2012. C'est la situation du centre du Mali. Qu'est-ce que ça vous explique? Vous savez, la situation du centre, c'est exactement la même chose. C'est la gestion incompétente de la crise qui a conduit à ça. Et les ennemis du Mali ont profité pour mettre le feu. Et qui sont ces ennemis? Mes ennemis, c'est ceux qui contre la paix, qui sont contre l'unité du Mali, qui sont contre l'indépendance et la souveraineté du Mali, dont certains sont pris en charge par l'État, d'autres ont leur agenda à l'extérieur, mais il y a des moments où il faut savoir dire non. Regardez le fameux pacte pour la paix qu'on a signé le 15 octobre passé. Mais vous avez vu la disposition que tout le monde a décriée là-dedans, que si le gouvernement et les mouvements armés ne s'entendent pas, c'est la médiation qui décide. Et la décision de la médiature s'impose à toutes les parties. Mais c'est un abandon de la souveraineté du Mali. Mais qui est autorisé à le faire? On va nous dire que c'est l'accord, c'est pour appliquer l'accord. Voilà des choses avec quoi on ne peut pas être d'accord. La souveraineté du Mali, personne ne peut l'abdiquer pour quelqu'un. C'est prévu dans un seul cas, pour construire l'unité africaine. Mais ça a été fait. Vous voulez qu'on soit d'accord avec ça? Vous avez eu suffisamment de temps. À cause des beaux yeux de Ibeka, on ne peut pas accepter ça. Vous avez eu suffisamment de temps pour connaître Ibrahim Boubacar Keïta, parce que en faisant un petit voyage dans l'histoire, en 1997, dans le COPO par exemple, vous étiez opposé à lui quand il était le Premier ministre. Ensuite, en 2002, vous êtes avec lui. Et ensuite, vous avez été avec ATT, vous avez été avec lui encore en 2015. Il y a eu la rupture encore. Est-ce que réellement c'est que mon confrère vient de dire? Non, vous savez, moi je crois que vous faites des raccourcis. Vous savez, deux hommes politiques. Ce sont les faits. Deux hommes politiques. Ce sont les faits. Ils peuvent trouver des convergences de vie à un moment donné et cheminer ensemble. Nous, on l'a connu comme ça pour faire des réunions avec lui quand il était dans l'opposition. Il est venu au pouvoir.
On a pensé être ses partenaires loyaux jusqu'au bout. Mais depuis le moment du COPO. Oui, le moment du COPO, on était dans l'opposition, lui, il était au pouvoir. Il était avec d'autres. Ceux qu'on bastonne aujourd'hui, les Ali Noumdialo, les Soumaïla Sissé, les Iban Ndiaye, on bastonne, on les empêche de rentrer à la bourse du travail. On va les gazer. Les Oumar Mariko qu'on va bastonner. Moi, en 97, ils étaient ensemble. Donc, on ne peut pas m'opposer ça. On peut être ensemble qu'en 97, on peut être ensemble hier, aujourd'hui, on n'est pas ensemble. Mais vous avez vu tout ça après, vous avez été dans le C'est gouvernement. pour vous dire, la politique, c'est dynamique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous arrêter parce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas entendu avec quelqu'un, vous n'allez jamais parler avec lui. Mais ça, ce n'est plus la politique est dynamique. Non, la politique est dynamique. La politique est dynamique. Mais on constate que les relations complexes que vous entretenez avec les acteurs du mouvement démocratique sont statiques. C'est-à-dire, chaque fois, vous évoquez la même chose, le mouvement démocratique, ils étaient ensemble hier, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, la bourse du travail. Ces épisodes historiques là, qui ont eu à déboulonner le pouvoir de Moussa Traoré, on a l'impression que vous ne le pardonnez jamais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Lorsque des hommes ensemble disent qu'ils se battent pour la liberté d'expression, la liberté de manifestation, qu'on adopte une constitution et qu'un groupe se trouve au pouvoir et empêche certains de ce groupe-là de s'exprimer, de manifester, de parler, il les bat, il les met en prison. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? S'il y a des débats, je suis obligé de l'évoquer. Ce n'est pas parce que je n'ai pas digéré quoi que ce soit. Mais est-ce que vous... Moi, je nous dis parce que ce n'est pas seulement le débat. On vous a vu à chaque débat. Vous avez, par exemple, lors du débat du 26 mars aussi, sur les... Mais si je suis invité au débat du 26 mars... On vous a vu renier tout ce qu'il y a eu comme acquis. Non, attention. Vous savez, c'est ça le problème. Moi, ce que je refuse, c'est ces discours unanimistes au Mali où tout le monde doit dire que quelque chose est bien, même quand c'est mauvais. Même quand j'étais dans l'UDPM, vous pouvez demander. Moi, je n'ai jamais été conformiste. Les choses qui ne sont pas vraies, n'est pas les choses. Vous pouvez aller demander à l'intérieur de l'UDPM ma position par rapport au multipartisme. C'est pourquoi j'ai dit je n'ai aucun complexe par rapport à ceux qui disent qu'ils sont du mouvement démocratique. Parce que je sais que nos positions à l'intérieur, certains étaient plus avancées que certains. Mais aujourd'hui, quand on est dans une situation, il y a des faits. Des faits sont là. On empêche certains qu'on considère comme étant des acteurs, comme vous le dites, du mouvement démocratique. On les empêche de manifester. Quelqu'un a rappelé malheureusement d'ailleurs l'autre jour, ou je sais heureusement, il dit le 30 décembre 90, quand les associations opposées au parti au pouvoir voulaient marcher, on ne leur a pas interdit de marcher. Le gouvernement a dit, vous signez un engagement que vous serez responsable des conséquences des casses. Ils ont autorisé. Mais le 30 décembre 2018, certains de ces acteurs ont voulu marcher. Moundaga Tall, Oumar Mariko, Ali Noumdialo, Kayatoussi, Soumaïla Sissé. Mais on a été les bastonner, on les a empêchés de marcher, on a poursuivi les gens dans l'enceinte de la bourse du travail, ce qui n'a jamais été fait. Mais vous voulez que quand ça arrive, on n'en parle pas? Et quand on en parle, vous dites que c'est parce qu'on est contre ce qui s'est passé. Mais ça, ce n'est plus du débat démocratique. Ouais, c'est tout. Vous en parlez avec un peu de délectation. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je le dis parce que je pense que ça veut dire simplement qu'on n'est pas démocrate parce qu'on le veut ou parce qu'on le proclame. On n'est pas démocrate parce que tu es dans l'opposition, tu cherches le pouvoir. Être démocrate, c'est quand vous avez le pouvoir et vous respectez la loi intégralement, même quand ça vous gêne. Or, ce n'est pas le cas. Donc ça, ce n'est pas ma faute. Je suis quand même... Docteur Choguel Maïga, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé d'ingénieur à homme politique? Vous avez pensé qu'être homme politique, c'est une porte de sortie? Ou pourquoi n'êtes-vous pas resté dans votre carrière, votre domaine d'excellence pour aider le Mali? On a l'impression que tout le monde après passe pour être un politique. Non, moi je ne suis pas comme les autres hommes politiques. Vous pouvez voir ma carrière. Moi j'ai construit ma carrière... Excusez-moi, j'ai construit ma carrière professionnelle en dehors de la politique. Les fonctions politiques, je n'ai commencé à les occuper qu'après de la fonction de ministre en 2002. Mais avant, j'ai construit ma carrière politique. Quand j'ai quitté le gouvernement, je suis retourné à la technicité. Donc, je ne suis pas de ceux qui vivent de politique. Deuxièmement, je n'ai pas programmé de venir dans la politique. Je suis venu
par des circonstances, j'allais dire même indépendant de ma volonté. Je suis d'une famille qui fait la politique depuis au moins 4 siècles. Donc je me suis retrouvé dans les mouvements d'étudiants, ensuite dans la politique. Ce n'est pas programmé. Ce que je m'impose comme conduite, je le dis à mes enfants. Tout ce que vous faites, faites pour être parmi les meilleurs. Et soyez correct dans ce que vous faites. Toutes les fonctions que j'ai occupées, administrativement, politiquement, je peux faire le bilan. J'ai tout fait pour laisser des traces, pour changer ce que j'ai trouvé dans le sens positif, y compris dans les différents ministères. Bon, à partir de là, je crois que chacun porte son appréciation. Ceux avec qui j'ai travaillé, vous pouvez leur demander. Ceux avec qui j'ai fait l'école, mes promotionnaires de classe, ceux avec qui j'ai travaillé dans l'administration, mes collaborateurs dans les ministères, vous pouvez leur demander. Moi, je suis certainement le seul ministre qui n'ait jamais balayé tous ses collaborateurs parce qu'il est venu. J'ai été 2 fois ministre. Quand je suis venu au ministère, je n'ai changé personne, sauf le cabinet politique. Et j'ai toujours dit aux cadres, les ministres sont de passage. Le secrétaire général, les conseillers techniques assurent la permanence de l'État. Et on vient, je leur fixe un cap. J'ai dit, je viens, on travaille sur 3 dossiers. Les premiers, les dossiers qui assurent la permanence de l'État, qui sont là depuis des années, qui n'ont pas été débloqués. Mettez-les sur la table, on voit ce qu'on peut faire. Deuxièmement, on prend le programme du président qui a été élu. Quelles sont les promesses qu'il a faites au peuple dans le secteur qui nous concerne? Deuxième top priorité. Troisième priorité, c'est mes initiatives personnelles qui peuvent être acceptées ou non par le président. C'est comme ça que j'ai travaillé. Oui, Monsieur le Président, vous êtes co-auteur d'un ouvrage, Les rébellions du Nord, des origines à nos jours. Vous écrivez, vous décrire les rébellions cycliques au Mali en proposant quelques peut-être pistes de solutions, mais cet ouvrage a quand même soulevé de vives tensions. Pouvez-vous nous en parler un instant? En réalité, l'ouvrage... Quel message avez-vous le premier message que j'ai voulu faire passer, c'est d'abord construire un contre-discours au discours mensonger des propagandistes et des idéologues de la rébellion. Parce que l'État malien n'a pas construit de contre-discours. On a pris les arguments de ceux qui ne veulent pas du Mali uni pour essayer de courir derrière les arguments et essayer d'expliquer la rébellion. Les arguments que les rebelles ont avancés, c'était quoi? Que oui, que le Nord, c'est la terre de leurs ancêtres, que les Maliens du Sud sont venus coloniser. Mais j'ai démontré dans le livre que c'est faux. Le Nord, c'est la terre des ancêtres de tout le monde. C'est pourquoi je suis remonté loin dans l'histoire pour dire que les populations originelles du Nord, c'est les Sorais et les Bella. Mais aujourd'hui, un Sorais ne peut pas dire que le Nord, c'est pour lui. Mais à quel moment vous avez pris l'initiative ou bien c'était un projet? J'ai pris cette décision après l'effondrement de l'État en 2012. Ce livre-là, on a fait 6 ans pour le construire avec le professeur Singari. Oui, Alors, deuxièmement, on a balayé cet argument. Ils ont dit, c'est parce que leurs ancêtres avaient demandé au moment de la décolonisation de ne pas être dans le Mali actuel. On a retourné l'histoire, c'est archi faux. Quand ils ont été demandés, ils ont voulu rester dans le Mali. Et j'ai rappelé la célèbre rencontre que les chefs des tribus du Nord ont eu avec le ministre du gouvernement de l'autonomie interne, le ministre de l'Intérieur, paix à son âme, Mamadou Madera Keïta. Ce jour-là, ils ont décidé de rester dans le Mali. C'est quelques personnes... En quelle année? 1959. C'est quelques individus qui ont fait une pétition. La fameuse pétition que vous voyez dans la déclaration d'indépendance de la fantomatique République de l'Azawad. C'est quelques individus qui ont écrit une pétition qu'ils ont envoyée au général de Gaulle pour dire qu'ils ne veulent pas être dans le Mali. Donc on a démonté ça. Ils ont dit ensuite que c'est parce qu'il n'y a pas des actions de développement. On a rappelé que les actions de développement, toutes les régions du Mali ont eu des problèmes de développement. La région de Caille, partout au nord. Oui, ceux qui ont immigré ne sont pas venus tuer des personnes et que les rébellions ne sont pas le fait des Arabes et des Touaregs. Contrairement à ce qu'on dit, c'est des individus. Une dernière remarque sur votre livre. C'est qu'on a l'impression que vous avez une certaine... Il est d'inspiration communautariste pour quelqu'un qui prétend à un destin national. Est-ce que... Vous savez, vous avez bien fait de poser cette question parce que c'est un peu la propagande des dirigeants de la rébellion. Parce que ce livre-là, le discours que je construis les gêne. J'ai dit dans ce livre-là que, mon discours je le tiens, moi je ne suis pas un communautariste. Moi je suis plus proche
des communautés touareg arabes que beaucoup de gens qui en parlent. La vérité, j'ai dit les grandes victimes des rébellions, c'est d'abord et avant tout les populations touareg et arabes. C'est elles qui meurent dans les guerres, c'est elles qui sont dans les camps de réfugiés, c'est elles qui sont stigmatisées. Mais ceux qui font la guerre, c'est pour leur propre compte. La plupart, ils sont téléguidés de l'extérieur. Il y en a qui ont dit ici dans les médias que parce que des puissances étrangères leur ont promis de diviser le Mali, c'est pourquoi ils se sont lancés dans la guerre. Parce que cette vérité-là, ça gêne les mouvements rebelles. Donc ils essaient de retourner pour dire que je suis contre ces communautés. Ce n'est pas vrai du tout. Deuxièmement, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin. Aujourd'hui, quand vous regardez, il n'y a pas d'école à Kidal. Il n'y a pas de sécurité à Tombouctou. Les populations sont dans les camps de réfugiés. Mais ceux qui sont responsables de ça, ils sont où? Ils sont dans les hôtels à Bamako. Ils construisent des villas. On les nourrit ici. Il y a toute une nomenclature qui s'est créée, qui vit de la rébellion. Donc, elle est contre un discours qui explique la vérité aux Arabes. Les grandes victimes, c'est les Arabes. On se bat pour eux. Vous n'êtes pas historien. Est-ce que la méthodologie n'a pas fait défaut dans l'écriture de cet ouvrage pour restituer exactement les faits? Vous savez, le livre là a un avantage, c'est un travail, c'est un livre, je vous recommande de le lire, c'est un livre scientifique. Tout ce qui est dit là-dedans est documenté. Il n'y a aucune affirmation gratuite là-dedans. Très bien. Tout est documenté. Et jusqu'à présent, personne il y a quelqu'un qui a voulu contester. Je lui ai dit de lire le livre quand il a lu. J'ai dit on peut discuter. Il dit non, que vraiment il n'y a pas de débat. Ce qui est dit là-dedans, celui qui le conteste, il n'a qu'à écrire. C'est aussi simple que ça. Très bien. En 30 secondes, Dr Choguel Maïga, si j'ai bonne mémoire, vous êtes colonel de réserve. Êtes-vous prêt aujourd'hui à prendre les armes pour défendre la patrie malienne? Non, je suis un soldat deuxième classe, matricule 24 831. Merci pour la donc, je ne suis pas arrivé au grade de colonel. En tant que soldat. Vous savez, on a été dans le service national des jeunes, c'était pour ça, c'est pour faire des militaires. Donc, moi, je suis à la disposition de l'État malien, à toute fonction d'ailleurs on m'appellerait si je suis utile au pays. Maintenant, les soldats, il n'a pas de choix. Quand on vous appelle, vous partez. Vous n'avez pas à dire je suis d'accord ou non politiquement. Mais à condition, si c'est des fonctions politiques, là, je choisis. Mais autrement, je vais là où le pays me fait appel. Je n'ai pas de problème. Même quand vous approchez la retraite? Mais je suis à la retraite maintenant. Moi, j'ai pris ma retraite par anticipation pour avoir ma liberté. Très bien. J'espère que le message est passé. Dr Choguel Maïga, il est prêt, un homme engagé aussi militairement que politiquement pour défendre la patrie malienne. Merci à vous de nous avoir suivis. À jeudi prochain avec un autre invité. Très belle soirée.